Bonjour et bienvenue à la conférence Midi Express d'Isarta. Très heureuse de vous retrouver toujours en si grand nombre. Alors, il est essentiel pour les entrepreneurs, gestionnaires et dirigeants d'entreprise de connaître et de maîtriser les enjeux légaux, surtout avec l'effervescence de l'intelligence artificielle. Alors, c'est pourquoi Maître Erwan Joncher, qui est avocat et fondateur de Satoshi Legal, va vous faire un survol des cadres législatifs liés à l'IA, de la loi antipourrielle et de la loi 25 sur les renseignements personnels et des contrats commerciaux. Bonjour Isabelle, merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour et bienvenue. Alors je vais te présenter. Erwan, tu es avocat au barreau du Québec depuis 2018. Tu œuvres dans le domaine de la protection des renseignements personnels et tu accompagnes des entreprises technologiques québécoises et internationales avec leurs affaires juridiques. Alors avant de commencer, je vais vous inviter à activer votre chat en inscrivant votre nom à la droite de votre écran. Vous pourrez poser vos questions à Erwan et échanger entre vous. Je vais d'ailleurs mettre dans le chat le lien des formations données par Erwan avec un code rabais de 20% qui va être applicable uniquement pour les participants de ce Midi Express. Alors sans plus tarder, je laisse la parole à Erwan qui va vous dévoiler comment maîtriser les lois essentielles pour réussir en affaires. Alors je te laisse la parole, Erwan. Bonjour à toutes et à toutes. Merci beaucoup d'être présent donc, pour ce midi formation. Alors pour ce qui va être d'aujourd'hui, n'hésitez pas à poser toutes les questions dans le chat que vous voulez. Potentiellement, je pourrais y répondre ou potentiellement les formations que je vais donner avec Isarta pourront y répondre aussi. L'idée là d'aujourd'hui, c'est pas forcément de vous faire une masterclass sur l'application du droit à votre entreprise de manière générale, mais plutôt de sensibiliser un peu donc les dirigeants, les départements juridiques et toutes les personnes donc dans les entreprises à un certain nombre de lois qui peuvent donc s'appliquer à des organisations donc qui opèrent au Québec et donc par conséquent au Canada. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait dans les lois applicables, on va avoir donc différents types de lois. On va avoir des lois qui vont être donc des lois fédérales et des lois provinciales. Pour ce qui va être d'une application globale au jour le jour, en fait, pour les entreprises ou pour les diverses organisations, ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, dans nos fameuses lois essentielles, on a donc le Code civil du Québec, qui est vraiment le code, on va dire, ou l'ensemble de lois qui a pour obligation, donc enfin plutôt qui a pour objectif de gérer les relations entre individus, donc les relations privées, ce qui n'est pas du coup le rapport avec l'État ou le gouvernement, mais les rapports entre les personnes physiques et les personnes morales entre elles. Dans le code en fait civil du Québec, on va voir donc un certain nombre d'obligations qui vont encadrer en fait les relations entre les individus et notamment qui vont encadrer la responsabilité des entreprises. Que ce soit une responsabilité donc contractuelle qui va découler d'un contrat ou que ce soit une responsabilité extra-contractuelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour engager la responsabilité d'une entreprise, il faut réussir à prouver donc une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Donc de ce point de vue-là, c'est dans le Code civil du Québec qu'on va réussir à trouver en fait quelles sont donc un certain nombre de fautes et les préjudices qui peuvent en découler. Pour la suite, donc dans le Code civil, on a aussi certains contrats. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que de manière générale, quand on est une entreprise et qu'on fait des contrats, on a pour principe une absence de formalisme dans les contrats. Les contrats doivent comprendre un certain nombre d'éléments comme un objet licite, une cause licite. Il faut qu'on ait aussi comment dire, il faut que les parties soient aptes à s'engager, qu'elles comprennent les modalités du contrat. Et donc le Code civil va déterminer tous ces éléments-là. Et pour certains types de contrats, comme des contrats d'adhésion notamment, il va aussi déterminer un certain type de formalisme pour ce genre de contrat-là. Donc disons qu'en tant qu'entreprise, la loi la plus importante à connaître, on va dire, au quotidien, va être notre Code civil. Mais quand je dis en tant qu'entreprise, c'est aussi en tant qu'individu. C'est-à-dire que ça va vraiment régir les entreprises comme les individus, donc personnes physiques. Ensuite, au-delà du Code civil, quand on est en tout cas une organisation qui a un but lucratif en général, on risque d'avoir donc des relations avec des clients. Ces clients-là vont être considérés comme étant des consommateurs.
Donc la deuxième loi auquel il faudrait faire attention de manière générale en tant qu'entreprise, ça va être donc la loi sur la protection du consommateur, qui a, elle, en fait, pour principale obligation donc d'imposer aux entreprises qui font du commerce, donc aux commerçants, de fournir des informations complètes et claires aux consommateurs, notamment tout ce qui va être lié au prix, aux conditions de vente, aux garanties qui sont fournies, à la livraison, qui va imposer aussi du coup de respecter des délais de livraison qui sont annoncés pour les commerçants. Et on va trouver un certain nombre de règles aussi, donc comme ce qui va être lié au contrat donc conclu à distance, notamment donc les contrats qui vont être conclus sur Internet. Donc si vous avez par exemple un site de e-commerce, un peu comment justement gérer la relation avec vos consommateurs. La loi de protection du consommateur ne va pas concerner par contre les entreprises qui font du B2B, c'est-à-dire qui vendent de professionnel à professionnel. Ça, c'est très important de garder ça en tête. Toutefois, dès que vous êtes tourné vers le public et que vous offrez des produits ou des services au public, votre organisation va devoir donc respecter de manière générale la loi sur la protection du consommateur, qui comporte un certain nombre de règles selon en fait les activités aussi des entreprises. Par exemple, si vous êtes un studio de santé, donc un gym par exemple, là vous aurez des règles qui seront différentes en fait de la majorité des commerçants. Donc c'est là où c'est important pour vous de regarder en fait si vous faites affaire avec du public et si c'est le cas, qu'est-ce que vous faites avec eux pour savoir un peu quelle partie de la loi sur la protection du consommateur vont pouvoir s'appliquer à vous. Ensuite, on a une loi extrêmement importante en termes provinciaux, donc là ce sera la troisième que je vais vous présenter aujourd'hui. Et cette loi-là a pour objectif de faire respecter donc la langue française au Québec. Donc vous l'avez sûrement deviné, c'est la loi 101, qu'on appelle aussi charte de la langue française, qui a été modifiée là, tout très récemment avec le projet de loi 96. Donc l'objectif général de cette charte de la langue française qui va s'appliquer autant à l'administration qu'aux organismes privés, cette charte en fait a pour objectif principal de faire du français la langue officielle du Québec. Et quand on parle d'en faire la langue officielle du Québec, c'est tant dans le rapport entre les citoyens que vous êtes et l'administration, mais aussi dans le rapport des consommateurs avec vos organisations, vos entreprises, ou même le rapport des employés avec leur employeur. C'est-à-dire qu'en fait, si on résume très basiquement cette charte de la langue française, c'est quand on a un rapport avec l'administration, on a le droit d'être servi en français. Quand on a le rapport avec une entreprise, on doit pouvoir être servi en français. Et quand on travaille dans une entreprise, on doit pouvoir aussi travailler en français. On ne peut pas être discriminé parce qu'on ne connaît que le français. Et quand un employeur veut embaucher quelqu'un ou employer quelqu'un donc qui va devoir parler une autre langue, il faudra respecter certains critères et faire certains types d'analyses pour s'assurer que ce soit vraiment essentiel de demander à une personne de parler une seconde langue. Donc cette charte de la langue française va aussi influencer un peu sur la publicité. C'est-à-dire qu'en fait, elle va influencer sur l'affichage extérieur des entreprises et imposer en fait la langue française de manière prédominante, que ce soit sur vos brochures, sur vos dépliants, dans les enseignes et tout ce genre de choses-là. Donc voilà, cette charte de langue française est extrêmement importante parce qu'elle va aussi avoir un impact, notamment donc sur les logiciels que vous utilisez. C'est-à-dire que si vous utilisez des logiciels qui ont une version dans la langue française, vous serez obligé d'utiliser les logiciels en version française, à moins que les employés vous demandent d'utiliser un logiciel en version anglaise, mais une demande express, c'est-à-dire donc à l'écrit, principalement ou à l'oral. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que ça va avoir un impact sur votre site internet. Si votre site internet est à destination donc des personnes basées au Québec, selon la charte de la langue française, vous allez devoir donc avoir une version française du site internet à minima. Et donc si vous avez pour l'instant un site internet seulement dans une langue étrangère ou une autre langue que le français, il va falloir donc opérer donc une traduction de tout votre site internet également, parce que lorsque vous allez offrir des produits et des services au Québec, il faut que vous soyez capable de les offrir du coup en langue française.
Donc, voici pour ce qui est donc de notre fameuse troisième loi plutôt qu'on mentionnait aujourd'hui. Et ça fait beaucoup, hein, vous inquiétez pas, donc c'est aussi pour ça que je vous en parle, mais l'objectif des formations qui seront données par la suite sera d'approfondir en fait chacune des obligations imposées par ces différentes lois. Ensuite, une nouvelle loi qui est aussi assez importante et relativement nouvelle, c'est la loi 25, ou la loi qui est venue moderniser la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, ainsi que moderniser donc la loi sur l'accès et la protection des renseignements personnels pour les organismes publics. Cette loi-là, donc qu'on a surnommée la loi 25, est en fait une loi qui est venue moderniser, mais quand on dit moderniser, c'est qu'en fait elle a rajouté un certain nombre d'obligations pour les organismes, que ce soit des organismes publics ou des entreprises privées, et elle est venue en fait favoriser la protection des renseignements personnels des citoyennes, des citoyens du Québec. Quand on impose beaucoup plus d'obligations, ce que se sont dit aussi les législateurs dans ce cadre présent, c'est typiquement qu'il fallait, en imposant plus d'obligations, amener, on va dire, un peu la technique du bâton. C'est qu'avant, il y avait un peu de la notion de la carotte, qui était de se dire, bon bah, ça va favoriser la confiance, la relation entre les partenaires, etc. Mais on se rendait compte qu'en fait, les grandes entreprises ne voulaient pas respecter cette loi et que c'était plus facile pour elles de payer des amendes plutôt que de respecter la loi et donc de respecter nos droits en tant que citoyennes et citoyens. Ce qui s'est passé, c'est que donc à la suite du scandale notamment Desjardins, il y a eu une forme de prise de conscience sur la valeur des renseignements personnels et les dégâts qui pouvaient en découler en cas d'incident de confidentialité ou de non-respect de nos droits. Donc par la suite, on est venu moderniser, mettre beaucoup l'accent sur la notion de transparence, que les organisations donc expliquent un peu tout ce qu'elles sont en train de faire en matière donc de traitement, donc de manipulation des renseignements personnels. Et elle est venue aussi imposer de grosses sanctions pour les entreprises qui ne respecteraient pas leurs obligations de transparence, de demander le consentement des individus avant de collecter leurs renseignements, de respecter les droits aussi des individus, etc. Cette loi-là donc impose un certain nombre d'obligations et ça c'est vraiment, là je vous en parle très rapidement, mais je peux donner plusieurs heures de cours sur le sujet parce que c'est vraiment un sujet très large en fait et qui est assez récent, mine de rien. Et donc en fait cette loi, si vous ne respectez pas malheureusement donc les diverses obligations qu'elle impose, elle va porter des amendes qui peuvent être jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial ou 25 millions de dollars selon le montant qui est plus élevé. Alors ça, c'est surtout ce qui va s'appliquer au secteur privé. Mais ce qui est important de comprendre, en fait, c'est que c'est une loi, du coup, qui a pris qui s'est un peu, bah voilà, où le législateur s'est dit, on va donner des moyens à la commission d'accès à l'information, donc l'autorité de contrôle, pour que voilà, on puisse s'assurer qu'on respecte bien les droits des individus dans un monde de plus en plus numérique. Et à travers donc cette loi de protection des renseignements personnels, on a une particularité, c'est qu'en fait, on a la loi à peu près similaire au niveau fédéral. Mais la loi fédérale, avec la chute là, du gouvernement Trudeau, et encore, en fait, c'était un projet de loi qui est encore tombé à l'eau, et c'est le deuxième projet de loi de modernisation de la loi fédérale qui est en train de mourir. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'heure actuelle, en fait, le Québec a la loi la plus protectrice des renseignements personnels de tout le Canada, en fait. Donc, il est extrêmement important pour vous de vous conformer à ça, parce que de facto, si vous vous conformez à cette loi de protection des renseignements personnels provinciale, vous serez conforme en fait avec la loi fédérale, qui est pour l'instant beaucoup moins exigeante que la nouvelle loi du coup québécoise. L'objectif, donc principalement, c'est d'obtenir des consentements clairs lorsqu'on va collecter, utiliser, transférer des renseignements personnels. Ça va être aussi d'imposer aux organisations donc de protéger les renseignements personnels contre les cyberattaques et les fuites, ainsi que de mettre en place des évaluations de facteurs relatifs à la vie privée dès que les organisations en fait vont mettre en place des prestations électroniques de services utilisant des renseignements personnels, changer de logiciel ou de systèmes informatiques utilisant des renseignements personnels, ou notamment lorsqu'elles vont transférer des renseignements personnels à l'extérieur de la province. Et quand on dit à l'extérieur de la province, ça peut être dans le reste du Canada ou à l'international. Et donc là, on a un certain nombre d'évaluations, il y a certaines politiques, etc. à mettre en place
pour assurer la protection de ces renseignements. Enfin, chacune des organisations a désigné de facto, en tout cas la loi a imposé à chacune des organisations d'avoir une personne responsable de la protection des renseignements personnels. Et donc ça, c'est une des obligations aussi qui est là, et cette personne va piloter en fait la conformité de l'organisation et la relation avec les clients ou les employés qui ont chacun des droits en matière de protection de leur vie privée. Ensuite, on a 2-3 autres lois pour lesquelles je suis un petit peu moins familier, mais qui sont relativement utiles, ou en tout cas qui restent à respecter, notamment la loi sur la publicité légale des entreprises. Donc ça, c'est quelque chose en fait qui impose à toutes les entreprises de mettre à jour chaque année donc leurs informations auprès du registraire des entreprises du Québec, qu'on appelle aussi le REC ou REQ. Et ça va imposer donc de fournir des informations sur les dirigeants, les administrateurs de la société. Ça va aussi imposer donc d'expliquer qui sont les bénéficiaires ultimes, en fait, donc les personnes qui, à la fin des fins, vont être en contrôle, on va dire, de la société par action dans le cadre d'une société par action. On a aussi donc la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. Donc ça, c'est une loi qui est assez utile, mais très difficilement comprise par les avocats même. Donc autant dire que le public n'y comprend rien non plus. Et en fait, l'objectif de cette loi, si je dois la résumer de manière assez simple, c'est de garder une forme d'équivalence fonctionnelle et donc la neutralité technologique. Ça a été une loi qui est en fait venue permettre au Québec d'adopter en fait toutes les technologies de l'information nouvelle, tout en impliquant en fait une forme de neutralité. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on utilise un PDF ou du papier, aujourd'hui, ça a la même valeur en fait auprès des tribunaux, de l'administration, etc. Et donc en fait, l'idée, c'est de dire que pour que le numérique ait la même valeur que toutes les technologies qu'on utilisait par le passé, il faut juste en fait s'assurer qu'il y ait donc la notion d'équivalence fonctionnelle, c'est que la nouvelle technologie soit capable de remplir les mêmes fonctions que celle qui était remplie en fait par le papier, par le papier ou par d'autres technologies passées. Ensuite, on a les alors ça, c'est pas vraiment une loi, mais on pourrait dire que c'est une forme de loi entre les parties. Ce serait donc un peu les conventions d'actionnaires. Donc ça, c'est effectivement toute personne qui va monter une société par action devrait, si elle a d'autres actionnaires avec elle, avoir cette convention d'actionnaires qui va être la loi qui va en fait être celle entre les différents dirigeants. Typiquement, donc entre les personnes qui vont gérer la société, pour savoir un peu au quotidien comment ça va se passer en cas de retrait des affaires, comment ça va se passer si une personne veut rentrer dans l'actionnariat, si un des actionnaires veut quitter, ou des choses comme ça. Donc ce type de document devient une loi pour les entreprises, mais c'est pas une loi étrangère, c'est une loi interne entre guillemets. Pourquoi je dis que c'est une loi? C'est parce qu'en fait les contrats, en tout cas en droit, sont considérés comme étant la loi entre les parties, et comme c'est la loi entre les parties parce qu'ils ont décidé en toute capacité, en toute connaissance de cause de s'engager dans quelque chose, ils sont obligés de respecter les règles qu'ils se sont établies les uns les autres. Ensuite, on a les lois sur les normes du travail. Ça va être vraiment, et ça, c'est là où moi j'y connais pas grand-chose, c'est que c'est du droit du travail, mais toute organisation ou toute entreprise doit a priori embaucher des employés, du personnel pour pouvoir avancer ses projets. Et quand on embauche donc des personnes, il faut effectivement avoir en tête que les individus, quand on est des employés, on a des droits en fait tout simplement, et il faut être capable donc de respecter les normes minimales de conditions de travail comme le salaire minimum, les congés annuels, la notion des pauses, jusqu'où est-ce qu'on peut surveiller ou pas nos employés, assurer d'avoir un traitement équitable aussi des employés, même de ceux qui travaillent à distance, etc. Donc ça, c'est vraiment des grosses obligations, les lois générales qui vont s'appliquer en fait à votre entreprise au niveau du Québec. Donc si je dois les résumer, on a le Code civil du Québec, la loi sur la protection du consommateur,
la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé ou dans le secteur public, la charte de la langue française, la loi sur la publicité légale des entreprises, la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information et la loi sur les normes du travail, qui sont vraiment un des ensembles. Et il y aura plein d'autres lois qui vont pouvoir s'appliquer à vous selon vos secteurs ou des règlements municipaux ou d'autres choses comme ça. Typiquement, des lois qui pourraient concerner donc l'urbanisme ou d'autres choses, mais là, je suis en train d'essayer de faire quelque chose de plutôt général. Toutefois, si vous respectez la loi sur la protection des renseignements personnels du Québec, vous serez a priori en conformité avec 95% de la loi fédérale de protection des renseignements. Ensuite, il y a une loi qui vraiment concerne toutes les entreprises aussi, ou organisations, ça va être la loi canadienne anti-pourriel. On peut aussi appeler la LCAP ou la loi anti-spam. Donc ça vient en fait du fait que le Canada a toujours été, a été une époque une haute, comment dire, un haut lieu du spam international. Et dans les années du coup 2000, à peu près en 2014, en gros, donc là le gouvernement fédéral s'est réveillé et allait dire bah voilà, c'est un peu inadmissible en fait que tous nos citoyennes, nos citoyens se fassent spammer à longueur de journée, et notamment par des entreprises canadiennes qui se trouvaient dans le top 100 des spammers mondiaux. Et donc on a créé cette loi anti-pourriel qui en fait impose à toutes les organisations de n'envoyer des messages électroniques et commerciaux qu'avec un consentement explicite d'une personne, donc qui va s'abonner à une infolettre, ou avec un consentement implicite dans certains cas de figure. Donc typiquement, quand on parle des consentements implicites, on peut avoir donc la notion en fait d'une personne qui va en fait avoir fait une demande de renseignement ou une demande de soumission donc à l'organisation dans les 6 mois. Et donc là, pendant 6 mois, l'organisation aura un consentement implicite pour envoyer des messages électroniques et commerciaux à la clientèle, ou aux personnes en tout cas qui auraient pu être intéressées par les services. Quand il faut comprendre, donc, quand une personne aussi a fait un achat ou a signé un contrat avec votre organisation, vous avez 24 mois, pareil, pour pouvoir lui envoyer des messages électroniques et commerciaux suivant la signature du contrat ou suivant l'achat. Et donc voilà, 6 mois pour les demandes de renseignements ou les soumissions, et après signature de contrat ou achat, vous avez 24 mois. À l'inverse, quand une personne est venue s'abonner à l'infolettre et qu'elle a donné du coup un consentement express, mais qu'elle s'est abonnée par elle-même et que c'est pas vous qui l'ayez abonnée, en gros, ce qui est très important, c'est de vous dire que là, vous avez un consentement express illimité. Donc à partir du moment où la personne s'abonne à votre infolettre, vous pouvez lui envoyer des courriels toute votre vie, ou en tout cas toute la vie de votre organisation. À l'inverse, c'est important de garder en tête, c'est que la contrepartie de ce consentement illimité va être l'obligation pour chacune des organisations qui envoient des messages électroniques et commerciaux, donc si on le fait très simplement, qui envoie des infolettres. Lorsque vous avez une infolettre et que vous envoyez ça à vos clients, à des personnes intéressées qui vous suivent, etc., c'est obligatoire d'inclure un lien pour se désabonner. Donc ça, par exemple, serait une des grosses fautes qui pourrait entraîner des sanctions si vous n'avez pas un lien de désabonnement. Parce qu'effectivement, c'est une des manières pour les personnes de marquer leur absence de consentement ou de retirer leur consentement. Et donc voilà, donc ça fait partie des lois aussi qui sont importantes à respecter. Et cette loi anti-spam va aussi contrôler un peu le contenu des communications que vous allez envoyer du coup à votre base de données. Donc ça, c'est aussi assez important de respecter ça, parce que de nos jours, une bonne partie des entreprises envoient donc des courriels à leurs clients ou à leurs prospects. Ensuite, on a, selon notre secteur d'activité, mais ça s'appliquait à pas mal d'entreprises en tout cas, ce serait une loi sur la concurrence. Donc cette loi sur la concurrence, elle a pour objectif d'éviter en fait certaines pratiques commerciales trompeuses et ou des indications fausses sur les produits et services qu'on serait en train de vendre, à mettre au marché plutôt à mettre au marché. Ensuite, dans l'idée, il faut aussi, le respect de cette loi impose aussi donc de respecter toutes les promotions, les rabais, les garanties qu'on promeut ou qu'on offre au public doivent être tout le temps respectés aussi. Donc voilà, quand vous faites des affaires et que vous faites pas mal de publicité, il va être important, de vous vendez même vos produits ou services, il va être important donc de respecter cette loi sur la concurrence et de garantir en fait tout ce que vous faites. Ensuite,
On a les lois fiscales et les lois là, sur la TPS, TVQ, etc. En toute honnêteté, j'ai pas d'expertise là-dedans. Je pense que ça, c'est plus des comptables ou des fiscalistes qui ont leur expertise dans le domaine. Mais voilà, ce qui est important de comprendre, c'est que dans le respect de ces lois-là, bah, il y a l'obligation en fait de faire nos impôts, de collecter et de remettre les taxes et les différentes taxes, donc qu'elles soient fédérales ou provinciales. Et il y a aussi toutes ces obligations de faire des avances, on va dire, de payer entre guillemets en avance nos taxes et nos impôts tous les 3 mois au-dessus d'une certaine somme. Ceci étant dit, si vous avez des questions sur la loi sur l'impôt ou les lois sur les taxes, je vous conseille d'aller consulter des professionnels et donc principalement des fiscalistes ou des comptables. Enfin, dans les lois qui sont relativement importantes aussi au niveau du fédéral, on a la loi donc sur en fait les lois de propriété intellectuelle. Pourquoi ça? Bah parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'entre les années, on va dire 70 et les années 2020, on a eu un énorme changement en fait d'un point de vue mondial, je suis tenté de dire, sur la valeur d'une entreprise. Avant, la valeur d'une entreprise, c'était principalement lié à ce qu'elle détenait en termes d'immobilier, à ce qu'elle détenait en termes de machinerie, aux produits qu'elle pouvait créer, etc., à son stock. Bref, tout ce qui était très tangible, matériellement palpable, était une grande partie de la valeur d'une entreprise. Avec l'arrivée, on va dire, d'Internet et par la suite, on s'est rendu compte en fait que les organisations ont vu leur valeur en fait qui changeait au fur et à mesure du temps, et donc d'une valorisation qui était à 90% sur des actifs tangibles, on est devenu à une valorisation qui vaut à 90% maintenant sur les actifs immatériels. Et quand on parle d'actifs immatériels, c'est principalement toute la propriété intellectuelle d'une organisation, toutes les bases de données qu'elle pourrait détenir, donc aussi le respect de nos lois sur la vie privée, parce que il y a souvent des renseignements personnels dans ces bases de données, et tout ce qui est de la notion aussi du secret d'affaires. Alors je vais commencer avec le secret d'affaires, parce que le secret d'affaires, à l'inverse des autres lois de protection du renseignement personnel, des autres lois de propriété intellectuelle, les secrets d'affaires, eux, ont un vrai enjeu ou une vraie problématique, c'est que ils ne sont pas vraiment protégés par des lois en tant que telles. Donc quand on a un secret d'affaires, la meilleure protection qu'on peut avoir, et quand je parle de secret d'affaires, ça peut être qu'on partage ça avec nos partenaires, avec des clients, avec des employés, avec des fournisseurs ou quoi que ce soit, bah, si on est obligé de partager nos idées ou certaines pratiques, certaines recettes qui ne sont pas protégeables en termes de propriété intellectuelle, bah, un document est essentiel, c'est les ententes de confidentialité. Donc en général, quand vous voulez partager des secrets d'affaires, alors là c'est pas une loi qui vous impose, mais des bonnes pratiques juridiques, faites toujours signer une entente de confidentialité avant de partager vos bonnes idées ou vos processus. Enfin, pour ce qui est de la propriété intellectuelle, on a donc on va dire 4 grandes lois, mais il y en a 2 que je connais, mais je suis pas sûr qu'elles soient forcément pertinentes tout de suite. C'est la loi sur les dessins industriels et la loi sur les brevets. Donc, sur les dessins industriels, ça va protéger le design d'un objet, donc sa forme, etc. Et sur les brevets, ça va protéger les inventions, les innovations. Donc il faut respecter certains cadres dans tous les cas, mais par exemple si votre entreprise a pour objet de designer un certain nombre d'outils, que ce soit un téléphone, un disque dur, un aspirateur, des chaussures, enfin qu'importe, gardez en tête qu'il faudrait peut-être protéger vos dessins industriels à travers du coup cette loi sur les dessins. Ensuite, vous avez donc les innovations. Si votre entreprise crée en fait des choses nouvelles, eh ben, il faudrait aussi peut-être songer à la protéger à travers des brevets potentiellement. Ensuite, il y a 2 lois qui, elles, par contre, concernent à peu près toutes les entreprises. C'est la loi sur le droit d'auteur. Donc la loi sur le droit d'auteur, effectivement, on l'associe souvent à des sculpteurs, des peintres, des artistes, qu'ils soient des écrivains, des musiciens ou autres. Mais la réalité, c'est que ça s'applique aussi à la description d'un produit qui aurait pu être fait par une entreprise, à la disposition donc d'un site web, à la construction d'une base de données,
au développement d'un logiciel, parce que les logiciels sont aussi protégés par le droit d'auteur. Et donc, ça va après aussi encadrer différentes relations, donc notamment les contrats de licence que vous pourriez avoir donc avec le public. Est-ce que vous vendez sinon votre propriété intellectuelle, enfin vos droits d'auteur. Il y a aussi donc la notion dans cette loi sur le droit d'auteur qui explique qu'en tant qu'employé, on donne automatiquement son droit d'auteur à son employeur quand on crée dans le cadre de l'emploi. Donc ça, c'est important pour toutes les personnes qui sont relativement créatives dans différentes agences, par exemple, ou des studios de jeux vidéo ou des choses comme ça. Ça va effectivement avoir un certain impact. On a aussi donc dans cette loi-là la notion des droits moraux, qui est quelque chose qu'il faut faire, enfin qu'il faut prendre avec des pincettes, surtout quand on est employeur, toujours garder à l'esprit que les droits moraux pourraient dans le futur que nous causer problème, et donc il faut s'assurer que nous-mêmes quand on a une propriété intellectuelle ou qu'on l'a achetée, qu'on puisse plus être bloqué par la suite, notamment à travers les droits moraux. Et une autre loi assez importante pour principalement les sociétés par action, les OBNL, etc., c'est la loi sur les marques de commerce. La loi sur les marques de commerce est la loi qui va vous donner une forme de monopole, en fait, sur l'association d'un nom avec vos produits et services. Un peu comme pourrait l'avoir Kijiji, ou qui est lui une marque de commerce, par exemple, et qui du coup fait que quand on parle de Kijiji, on sait qu'on va aller en fait sur une marketplace, sur une place de marché où on pourra acheter, vendre des produits et des services. Et ben ça, c'est une marque de commerce. En gros, ça veut dire que si demain, moi, j'essayais de créer quelque chose de similaire à Kijiji et que j'essayais d'utiliser un nom qui était très proche, j'aurais un certain nombre de problèmes et je serais incapable de le faire, ou Kijiji serait capable de me poursuivre pour protéger l'unicité de leur marque de commerce. Donc en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que la marque de commerce est ce qui va vous permettre de vous différencier du concurrent, et que pour le consommateur, très rapidement, on se dise, ah bah tiens, c'est vrai que cette marque-là, elle est de qualité incroyable, j'aime beaucoup les valeurs qu'ils représentent, ou des choses comme ça. Et ce qui fait que c'est dans l'esprit des gens, dès qu'on va voir votre marque de commerce, on va se dire, ah bah tiens, il y a tel ou tel produit qui sont relativement pertinents, ou des choses comme ça. Et donc, ça vous permettra d'aller lutter contre les gens qui feraient des contrefaçons ou des choses comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'enregistrer sa marque de commerce, ça peut prendre quand même un certain nombre de temps, et en moyenne au Canada, donc c'est à peu près 1 an et demi. Les lois sur les marques de commerce aussi ne sont d'application que locale, donc elle va s'appliquer seulement au Canada, mais à travers tout le Canada, mais c'est pas parce qu'on enregistre une marque de commerce au Canada qu'on est protégé sur notre marque de commerce aux États-Unis. La protection est vraiment territoriale, pays par pays. Et on a aussi donc deux autres lois que je maîtrise pas spécialement, mais qui sont les lois sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation. Donc un peu savoir ce qu'on a le droit de mettre ou pas, sur aussi la sécurité des produits de consommation. Donc savoir comment un pays a un produit plutôt, excusez-moi, est dangereux ou pas. Et enfin, il y a une loi donc sur les aliments et les drogues, donc les médicaments, etc., pour, pareil, encadrer un peu la distribution de produits alimentaires ou médicaux aux personnes. Et puis au-delà de ça, on a aussi certaines normes. Quand on veut faire par exemple des achats en ligne, il faut avoir des prestataires de paiement qui vont respecter des normes PCI DSS, ou des choses comme ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà un peu l'ensemble des lois qui pourraient s'appliquer à votre organisation, que ce soit au niveau provincial ou au niveau fédéral. Et donc, si vous avez effectivement des questions sur ces différentes lois, sur certains points précis ou sur d'autres choses, n'hésitez pas donc soit à venir dans les formations qui viennent justement expliquer comment se conformer à ces différentes lois pour votre organisation, ou n'hésitez pas à poser là des questions dans le chat. Alors, merci beaucoup, Erwan, c'était très intéressant. Donc, le temps que si quelqu'un a des questions, qu'il l'écrive dans le chat, moi, je vais vous présenter en fin de compte les formations d'Erwan si vous voulez aller plus loin sur ces sujets. Donc, vous avez l'IA et droit, responsabilité, protection des données et droits d'auteur le 12 février.
loi canadienne anti-pourriel le 26 février, loi 25 le 12 mars, et gérer son entreprise, donc tout ce qui est stratégie juridique, contrat, propriété intellectuelle, le 2 avril. Alors, écoute, on vous remercie beaucoup de votre présence. J'espère que ça a été enrichissant pour vous. Nous, on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Midi Express où il sera question d'EDI. Alors, merci encore, Erwan, et à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Pour répondre à David juste rapidement, pour faire des recherches, en fait, il y a l'OPIC, donc l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, qui a tout le registre en fait des marques de commerce. Donc il suffit de se connecter dessus, d'aller taper notre marque de commerce et de voir si elle est déjà utilisée. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'il faut aussi être capable de s'assurer qu'elle ne prête pas à confusion avec une marque déjà existante. Donc en fait, il faut aller regarder aussi un peu toutes les variantes ou des sonorités qui sont un petit peu similaires à la marque de commerce qu'on souhaiterait utiliser. Donc ça, c'est un des enjeux assez importants. Et dans certains cas aussi, si notre marque paraît descriptive ou trompeuse, on pourra aussi se faire refuser l'enregistrement. Donc il y a quand même quelques éléments à vérifier en amont pour s'assurer que votre marque de commerce n'est pas déjà utilisée. Et un dernier élément, c'est que quand on enregistre une marque de commerce, en général, on l'enregistre dans certaines catégories de produits et services. Donc, si votre marque de commerce est déjà utilisée, mais dans une catégorie de produits et services qui est complètement différente de la vôtre, ça vous empêchera pas de la déposer également. Si je peux prendre un exemple, il y a une marque, Bentley par exemple. Bentley, il y a une marque où je crois qu'ils font des valises et il y a une marque où ils font des voitures. Donc, comme on ne peut pas confondre une voiture et une valise, en tout cas on imagine que c'est pas la même chose, les deux ont eu le droit de déposer une marque qui avait exactement le même nom, mais dans deux catégories de produits et services différents. Donc voilà pour ce qui est donc c'est l'OPIC, l'Office de propriété intellectuelle plutôt du Canada. Parfait. Merci. Donc, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne fin de semaine et à bientôt. Merci, au revoir.